Amis téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans cette édition spéciale La vie des maîtres. Nous parlons ce matin de la résistance, l'appel à la résistance. Les Africains doivent se réveiller et ce sera fait dans cette émission, bien évidemment, avec le maître Benoît Bitton. Retrouvez-moi derrière la transition. Alors, merci de rester fidèle à cette émission. Je vous le disais tantôt, nous lançons un appel à la résistance ce matin et je le fais bien évidemment avec mon invité toujours, le maître Benoît Bitton. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Madame Laetitia. Bonjour à vous. Alors, ce matin, nous parlons de l'appel à la résistance. D'abord, pourquoi résister et comment résister? D'abord, c'est la phase active de notre combat. Alors, nous sommes passés pendant longtemps, depuis les années 60 jusqu'aux années 2000, 2010, 2020 aujourd'hui, nous sommes passés par là, mais avec des moyens passifs. C'est-à-dire que nous n'avons fait que faire les débats. Et les débats sur débat, débat contre débat, débat sur débat, les insultes ici et là sur les plateaux de télévision, les colloques, les séminaires, les conférences, il y en a marre. Maintenant, il faut passer à la phase active. Et c'est cette phase active justement que je lance. C'est ça qu'on appelle l'appel à la résistance. Justement, pour résister, il faut bien évidemment passer par des portes, passons par la politique. Pour parler dans cette émission de nos dirigeants politiques sur le plan de la résistance, comment faire avec le niveau politique dans notre pays? Déjà, quand on résiste vis-à-vis de quoi? On résiste qui? Il faut d'abord savoir qu'on résiste le colon. Parce que la colonisation n'a jamais été finie. La colonisation passe simplement d'une phase à une autre. Donc on transpose le problème à chaque fois. À chaque fois que le problème se pose et à chaque fois qu'il y a une contre-résistance qui se pose, il y a toujours une refondation d'une nouvelle formule de la colonisation. Donc on résiste à la colonisation qui n'est jamais finie. On résiste à l'hégémonie du monde occidental qui ne fait que commencer à tous les âges. On résiste à l'impérialisme. Maintenant, c'est qui l'impérialisme? Il faut donc le détecter. Sur notre monde dans lequel nous vivons, le monde francophone dans lequel nous vivons, le colon c'est la France. L'impérialiste, c'est qui? C'est l'occidental en général. Donc maintenant, alors, comment on fait pour résister? That is the question. Alors, sur le plan politique, vous savez, je ne vous apprends rien, nos dirigeants politiques sont inféodés au système féodal occidental. C'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui sont là parce que c'est le peuple qui les a choisis. Non, c'est que c'est le pouvoir colonialiste qui les impose. Parce qu'ils sont justement confinés, d'abord dans une période bien définie. Ils sont préparés à l'avance pour pouvoir continuer l'œuvre de colonisation. On appelle ça l'autocolonisation. C'est-à-dire que le colon vous colonise, il met en place des structures, des mécanismes de colonisation. À la tête de ces structures, les pièces maîtresses sont les vôtres vous-même. Ce sont ces pièces maîtresses-là qui sont nos dirigeants. On les prépare d'avance, on les facilite, on les fabrique et on les met donc à la disposition de notre peuple. Ces gens-là qui sont déjà fabriqués, qui sont à la solde du pouvoir colonial. Donc maintenant, comment y résister, c'est la question. Il faut savoir qu'on ne pourra jamais résister à la puissance colonialiste politique par le haut, par le sommet, donc par nos dirigeants. Eux-mêmes ne peuvent rien. Parce que la plupart sont soit chrétiens, soit francs-maçons, soit rosicruciens, bref, soit toutes les institutions mystico-religieuses de ces puissances occidentales. Alors qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut préparer la jeune génération. Et cette jeune génération, à la base, doit donc être spiritualisée. Quand je dis spiritualisée, c'est-à-dire que vivre dans les méandres de la spiritualité négro-africaine, comprendre l'enjeu de la vitalité, comprendre l'enjeu du pouvoir par le peuple, de l'action sur le peuple et pour le peuple. Donc, qui constitue un socle de pouvoir pour le peuple, avec le peuple et par le peuple. Là, à ce moment, donc, là, une fois arrivés au sommet, ils peuvent donc infiltrer le siège, comme l'a fait Gbagbo, le siège et les méandres politico, on va dire colonialistes. Et là, ils peuvent donc maintenant, à la base, jouer le rôle que le peuple leur a assigné parce qu'ils ont été formés pour cela. Voilà à peu près ça. Donc maintenant, quels sont les plans de résistance sur le plan politique? Il faut donc faire une espèce de, on va dire, de regroupement par secteur. Et ces secteurs, donc, là, peuvent être regroupés à partir déjà du système éducatif. C'est-à-dire qu'à partir déjà des jeunes générations qui sont déjà dans les grandes universités, par exemple, qui font politologie, ou alors des gens qui font sociologie, ou des gens qui font justement les humanités en général. Il faut donc les recenser. Il faut donc les toucher le plus possible. Il faut créer des alternatives qui leur permettent d'être assignés à cela, d'être intéressés à la chose panafricaniste. Maintenant, les inculquer donc une éducation panafricaniste qui leur permet de pouvoir vivre pour le peuple, devenir pour le... Et c'est comme ça que les grands peuples font. Vous savez, en Grande-Bretagne, en France,
aux États-Unis, dans le monde occidental, il y a des gens qui sont déjà inscrits à certaines universités de direction des affaires du monde, ou bien de direction des affaires politiques de leur pays, avant qu'ils ne naissent. Ou alors 6 mois déjà de grossesse dans le ventre. Un enfant est inscrit déjà à une université. Ça veut dire qu'il y a une catégorie de personnes qu'on sait qu'ils vont devenir des dirigeants de demain. Mais c'est comme ça que justement ça se passe là-bas. Ici également, il faut le faire. Il faut donc commencer par créer donc maintenant cette plateforme de personnes qui vont donc être prêts à être dirigées. Et c'est ce que Oumniobé a fait à son époque. Mais malheureusement, ce qui est arrivé à Oumniobé, c'est qu'il n'a pas pu arriver jusqu'à terme de son projet politique. Il a été assassiné. C'est-à-dire qu'il fallait former des élites et des grands cadres politiques pour pouvoir prendre la gestion de leur pays. Parce qu'il fallait élever le standing de vie des populations. Et c'est ça le but. Le but aujourd'hui pour les dirigeants actuels, ce n'est pas pour élever le standing de vie de nos populations, non. C'est au contraire de les confiner, de les maîtriser, de les assouvir, de les assujettir, afin de pouvoir imposer l'ordre colonial qui vient d'en haut, parce qu'eux sont au service de l'ordre colonial. Et ce sont des colonialistes, en fait, qui ont été préparés à signer à cela. Il faut savoir qu'ils ont été dressés comme des chiens. Parce qu'on dresse un chien, on assigne un chien à une fonction bien spécifique. Sur le plan policier, sur le plan économique, sur le plan social et sur tous les plans, sur le plan même de la garde, de la sécurité, de la sûreté. Donc, l'être qui est pensant aujourd'hui à la tête de nos États, ce sont des êtres qui sont fourmentés, on va dire calculés, fabriqués, on va même dire logicilisés, si on peut le dire ainsi, pour pouvoir diriger, mais à la solde de ces gens-là. Parce qu'il faut savoir qu'à la tête de nos États, nous avons des gens qui sont francs-maçons. Or, le franc-maçon ne travaillera jamais que pour les intérêts de son socle de spiritualité où il se trouve. Alors c'est ce que nous vivons donc aujourd'hui. Donc la préparation est de mise. Il faut donc recenser les jeunes générations afin de pouvoir les assigner à cette fonction qu'ils pourront remplir plus tard, peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans et dans 30 ans. Alors, comment recenser ces jeunes-là est la question, mais nous y arriverons au plan de résistance. Actuellement, nous parlons d'abord de l'appel à la résistance. Et le moment, vous dites, il faut peut-être relever le niveau standing de vie de nos populations, mais encore faut-il passer par les finances quand nous savons qu'il y a la fuite de nos capitaux ou encore la non-maîtrise de notre monnaie. Donc, l'appel à la résistance sur le plan financier est également important. Oui, mais déjà, il faut résoudre la question on pourrait appeler du verbiage des Africains. Les Africains parlent beaucoup. Vous savez, j'ai fait Afrique Média. J'ai fait travailler à Afrique Média pendant 3 ans. Ça veut dire que je connais les maisons des Africains qui parlent trop. Voilà une maison qui parle trop, sans rien faire, sans proposer quoi que ce soit. On dénonce, mais on ne propose rien. Donc il faut résoudre la question du verbiage des Africains qui parlent beaucoup et qui réalisent très peu, ou bien pas du tout. Si on résout cette question-là, nous allons donc créer une plateforme nouvelle des personnes qui pensent. Parce qu'il faut une élite pensante aujourd'hui. L'élite actuelle est consommatrice. Soit elle consomme ce qu'on lui donne, parce qu'on lui donne le peu, parce qu'il faut savoir que nos sociétés sont gérées un peu de façon inégale. C'est-à-dire on choisit de façon auto-centrée certains individus, et à qui on donne un peu de ceci, un peu de cela, et à qui on mouille la barbe afin qu'ils puissent maintenir et consolider cette espèce de dictature que les peuples doivent subir de leur sommet. Et ces gens-là, justement, quand ils arrivent au pouvoir ou bien quand on leur donne, ils jouent un rôle bien spécifique. Et leur rôle bien spécifique, l'élite pensante aujourd'hui, c'est de pouvoir maîtriser les populations là où elles sont, c'est-à-dire que de la zone des dictatures là où on les a confinées. C'est ça leur rôle. Donc on va dire que ce sont des oiseaux, des régimes et des États qui nous gouvernent. Et ne sont pas véritablement des intelligents. Parce que l'intelligentsia, normalement, joue un rôle régulatrice. Enfin, je veux dire un rôle régulateur qui permet que la société soit mieux régulée. Quand on régule la société, elle est mieux gérée. Donc, les redistributions sont égales. Mais ici, aujourd'hui, ce n'est pas à ça qu'on assiste. Donc, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Régler les questions de verbiage. Ces gens-là parlent trop pour ne rien dire. Maintenant, quand on règle ces problèmes-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, comme je l'ai dit, par le premier volet, il faut conscientiser la masse. Il faut choisir parmi ces masses par cooptation ceux qui sont les mieux lotis, ceux qui peuvent apporter beaucoup plus sur des questions de monnaie, sur les questions des finances, sur les questions de ceci et des régulations thermiques de nos économies et de nos finances. C'est-à-dire que des gens qui sont capables de créer des hackers qui peuvent traquer tous ceux qui font la fuite des capitaux. Ils peuvent le faire, on peut le faire, on a l'expertise pour. Maintenant, ce combat-là ne peut être fait que par des gens qui sont patriotes, c'est-à-dire par des gens qui sont panafricanistes, qui ne font pas ça pour leurs intérêts, qui ne peuvent pas noyer leur conscience dans des vicissitudes qui ont été créées par ceux qui les dirigent. Non, mais qui ont une conscience pure. C'est pour ça que la spiritualité est une nécessité. Parce que la spiritualité permet à l'individu de pouvoir se dépouiller de toute confusion, de toute supercherie de sa conscience. C'est ça qui est important. Parce que nous avons des types de méditation comme la méditation
du milieu qui permet de changer l'ordre de sa conscience. C'est-à-dire que si vous avez une conscience, par exemple, de bandit, de voleur, la méditation du milieu vous permet de pouvoir la changer. Donc, il faut donc créer des masques comme ça qui permettent que nous puissions avoir un accès direct sur le dressage des consciences des nouvelles personnes qui n'ont jamais trempé quoi que ce soit, mais qui ont un cerveau neuf, qui n'ont besoin que de servir leur population et leur peuple. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle même pas de population, non pas de peuple, qui ont le besoin de servir le peuple. On va donc parler de panafricanisme. Donc, il faut donc créer une nouvelle génération de panafricanistes qui ne parlent pas beaucoup, mais qui agit. Parce que les panafricanistes qui parlent trop, comme on dit la plupart du temps chez nous, et nous nous avons c'est-à-dire que l'oiseau qui crie le plus et qui parle le plus n'arrive pas à faire son nid. Par exemple, l'instar de l'oiseau gendarme, l'oiseau jaune qui passe son temps à parler, à bavarder à longueur de journée, n'arrive pas à bien construire son nid. Mais l'oiseau qu'on appelle le tisserand, qui ne parle pas du tout, regardez un peu la différence entre le nid de l'oiseau gendarme, l'oiseau jaune, et le tisserand. Vous voyez qu'il y a une grande différence. Donc, il faut donc créer une nouvelle gestion, on va dire, du brut intellectuel de notre civilisation, afin de pouvoir les placer sur orbite, qu'une fois arrivés au pouvoir, ils vont régler les questions qui sont liées à la monnaie, parce qu'aujourd'hui, on en parle depuis 40 ans, 50 ans, mais rien n'est fait. Mais eux, ils pourront parler et arriver à agir, parce qu'ils pourront avoir un sursaut panafricaniste qui leur permette de pouvoir créer des actions qui vont peser sur la vie de l'État. Parce qu'il faut savoir que l'État, il faut faire bouger les lignes afin qu'il bouge aussi. Parce que l'État, ce n'est pas le dirigeant, ce n'est pas celui qui est le gouvernement, ce n'est pas celui qui est l'État, ce n'est pas celui qui est le chef. L'État, c'est l'ensemble des personnes, parce que l'État est une institution, on va dire, abstraite, qui concerne tout le monde. Donc, tous ceux qui vont comprendre donc il y a un enjeu de participation à l'élection d'une nouvelle société humaine, négro-africaine, peuvent donc jouer le rôle à tous les arts et à tous les regards. Justement, alors maître, pour parler de finances, vous le faites bien de le dire, nos dirigeants sont-ils économiques? Parce qu'il faut également lancer un appel de résistance économique quand on sait qu'il faut servir le peuple au lieu de se servir. Bien entendu, l'économie c'est quoi? L'économie, attention, il ne faut pas aller à la Sorbonne pour savoir ce que c'est que l'économie. L'économie c'est l'épargne. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut épargner afin de pouvoir mieux réguler le flux, c'est-à-dire que de circulation des biens que nous avons de notre propre production. Parce que l'économie, c'est la production en fait. Vous produisez et vous devez donc créer un circuit qui permet que cette production-là puisse aboutir à des cimes ou alors puisse aboutir à la consolidation de vrais tissus, de tissus qui permet que tous puissent participer. Donc, une économie, c'est quoi? C'est la participation commune de toutes et de tous. Alors, cette participation permet que chacun apporte de son bien afin de pouvoir créer un circuit qui permet que, en fait, tous ces biens-là puissent être régulés. C'est pour ça qu'on parle de produit intérieur brut, de produit national brut et de PIB, en fait, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, justement, sur le plan économique? Il faut créer donc des paradigmes, parce que l'économie repose sur les paradigmes. Le paradigme actuel que nous avons, c'est le paradigme occidental, qui est lié au capital, donc qui est lié au libéralisme, ce qu'on appelle le libéralisme économique. Ça veut dire que c'est le droit au profit, et le profit, aujourd'hui, vous savez qu'il est trompeur, c'est une supercherie. Le trompeur de profit, c'est quoi? C'est qu'on vous use, on vous utilise comme une machine. C'est pour ça qu'on dit que le profit qui est capitaliste veut quoi? Veut qu'on utilise l'être humain. On l'utilise jusqu'à ce qu'il puisse même en mourir. Ce n'est pas sa vie qui est importante, mais c'est le rendu qui est important. C'est la productivité de celui-ci qui est important. Or, notre système social n'est pas comme ça. Le tissu social que nous avons est à caractère convivial, c'est-à-dire que communautariste. C'est-à-dire que c'est en communauté que nous pouvons donc justement arriver à travailler et à produire. Notre production est liée donc à notre communautarisme. Donc il faut donc adapter un paradigme économique lié ou bien qui a une vision communautariste du terme. Alors cette vision communautariste du terme permet qu'en créant un nouveau paradigme, on arrive justement à reproduire et à faire participer les uns et les autres au tissu économique de nos peuples. Aujourd'hui, vous allez voir par exemple que dans certains pays d'Afrique au sud du Sahara, il n'y a plus la monnaie. La monnaie est inexistante, la monnaie a disparu complètement. Ce qui fait que ça sort, ça réduit, ou alors en plus, ça annule et ça met hors jeu une certaine catégorie de personnes. Par exemple, les bayam selam, c'est-à-dire que les détaillants, les petits détaillants au coin des rues. Une fille ou un jeune garçon qui vend le beignet, qui vend l'arachide, ne peut plus participer au tissu économique de son pays. Pourquoi? Parce que si vous lui donnez un billet de 1000 francs, que vous voulez par exemple l'arachide de 200 francs, il est incapable de vous rembourser 800 francs parce qu'il n'y a pas la monnaie. Donc voilà donc une réduction et une suppression totale d'une catégorie de personnes de ça. C'est pour ça que je dis qu'il faut un autre paradigme économique qui soit adapté à nos us et coutumes. Sinon, nous sommes aujourd'hui cloués au bout du mur.
Et nous avons donc l'impression que la redistribution sur le plan économique est inégalement répartie. C'est pour ça qu'il faut donc, compter sur les nouvelles générations, les nouvelles personnes, les nouvelles générations, les jeunesses aujourd'hui négro-africaines qui sortent des grandes études, des grandes écoles, mais qui n'ont pas encore mouillé justement dans la vie active avec la corruption qui sévit et avec d'autres supercheries mentales qui sévissent, qui font en sorte que le corps économique lui-même est mis en désétude. Donc cette jeune génération nous permettra de pouvoir, une fois arrivés à la formation spirituelle qui les transformera, comprendront donc d'ici 50 ans, d'ici 30 ans, d'ici 40 ans, quel est l'enjeu économique et quelle est la refondation d'un nouveau corps de système économique de nos peuples. Justement, et pour coopter ces jeunes, il faut également épingler le volet de l'audiovisuel. Est-ce que nos jeunes ne sont-ils pas distraits par les programmes? Donc, un appel à la résistance audiovisuelle est également important. Alors, Madame Ketcha, vous faites bien de parler de l'audiovisuel. Alors, aujourd'hui, à longueur de journée, les jeunes entre 3, 4, 5, 6, 7 ans jusqu'à 18 ans, 22 ans, 40 ans, même aujourd'hui, sont liés à une forme d'épilepsie, on va dire, photosynthétique, que mue par la télévision. Parce qu'il faut savoir que dans le programme de Gunther Anders, duquel un certain nombre de nos dirigeants s'inspirent, de l'obsolescence de l'être humain fait partie des programmes de télévision. Parce que si vous lisez bien le livre de Gunther Anders, de l'obsolescence de l'être humain, vous verrez qu'il y a une programmation audiovisuelle qui permet de pouvoir avilir l'esprit des gens. Il faudra donc des facteurs de colonisation. C'est-à-dire qu'on vous donne par exemple une chaîne de divertissement comme Trace. Vous allez me pardonner de parler de ça dans votre... Ce n'est pas la publicité que je fais. Mais une chaîne comme Trace, Trace Africa, Trace France, Trace Europe, qui ne met que la musique du matin jusqu'au soir. Mais justement, cela réduit la crédibilité intellectuelle des enfants. C'est-à-dire cela réduit leur attention à l'école parce qu'en fait, des jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Ils se ruent justement vers des programmes qui les divertissent, mais qui transforment également aussi leur personnalité. Parce que vous verrez des jeunes qui vont s'habiller comme ce qu'ils ont vu dans Trace. Vous allez voir des jeunes qui se bouclent les oreilles, qui se teignent la peau et qui se décapent la peau pour pouvoir ressembler à ceux qui les aspirent et à ceux dont et pour lesquels ils ont un destin et une vision. Ils veulent ressembler aux blancs, ils vont décaper la peau, ils vont se transformer parce qu'en fait les autres, ils vont écrire sur leur peau, ils vont percer les oreilles, ils vont devenir un peu à l'image de ceux qui voient à la télévision. Ça, c'est un divertissement. C'est une espèce de supercherie et d'une espèce d'escroquerie mentale. Cette escroquerie mentale renforce ce que Bob Marley disait, l'escroquerie mentale. L'esclavage mental. C'est-à-dire, ça fait que vous ne vivez que pour celui qui est votre destin. Donc, pour le blanc, en fait. Parce que vous voyez tout ce qu'il fait, l'habillement qu'il a, tous les us et coutumes qu'il transforme, toute la sociologie déréglée qu'ils vont présenter à la télévision. Et justement, ça va devenir comme un effet réfractaire sur la jeunesse qui suit ce programme-là. Donc, une résistance audiovisuelle s'impose aujourd'hui. Parce que même le contrôle parental n'y peut rien. Aujourd'hui, les jeunes enfants, les jeunes filles de 5 ans, 7 ans, 8 ans, s'habillent déjà comme les grandes personnes. Et cela, justement, in fine, va réveiller un certain nombre de pulsions sexuelles qui fait qu'aujourd'hui, ça a multiplié par 3 le nombre de viols sur mineurs. Parce qu'en fait, les mineurs aujourd'hui s'habillent exactement comme ils voient à la télévision. Donc cela a un enjeu très capital, très important sur les sociétés, sur l'influence que cela joue sur nous. Parce que nous n'avons pas du tout un facteur de lutte pour la protection de nos us, donc de nos humeurs et de nos compatibilités internes. Alors les jeunes doivent vraiment résister. Pour parler également de l'avènement des telenovelas qui les ont vraiment distraits, on se croirait dans un dépotoir. Pour parler également sur le plan écologique, vous voyez que notre pays en fait c'est le dépotoir, s'il faut le dire. Est-ce qu'il ne faut pas également résister, mais comment, à l'appel de la résistance écologique, il faut aussi mettre? Alors vous allez voir que nos environnements sont souillés. Comme je le disais avant-hier, l'environnement est souillé. Mais comment il est souillé? Il faut savoir qu'il y a des traités et des accords qui sont signés entre, si vous voulez, les centrales nucléaires occidentales, parce que l'Occident est très électrifié en matière de centrales nucléaires. Donc, il y a donc des traités, des accords qui sont signés avec nos dirigeants, qu'ils doivent déporter justement les déchets toxiques jusqu'ici. Vous allez donc voir des régions entières où on enfouit des déchets toxiques. Et ça existe ici chez nous en Afrique. Alors, les déchets toxiques, la radioactivité justement dure 100 ans. Ça veut dire que si vous plantez, par exemple, aujourd'hui, dans une surface géographique donnée, un déchet toxique, il faut attendre 100 ans pour que celui-ci se désintègre et se désagrège. Ça veut donc dire que nous sommes donc paumés. Parce que tous les jours qui passent, on enfouit toujours à l'intérieur de nos sols, de nos sous-sols, des déchets toxiques. On enfouit. Et il n'y a pas que ça. C'est un dépotoir de mauvaises voitures, de fausses voitures, on va appeler ça des voitures congelées, comme on appelait dans les années 80. Il y a également, c'est aussi un dépotoir de déchets informatiques.
Ça veut dire aujourd'hui que l'Afrique devient une poubelle de l'humanité où on rejette tout. On parle même aussi de la déjection même des produits pharmaceutiques et de la déjection même des produits alimentaires. C'est-à-dire qu'on envoie tout ici. Parce que quand, par exemple, un produit pharmaceutique est désuet en France, ou alors en Europe, partout, dans un autre pays occidental, il faut l'envoyer quelque part. Ben, on l'envoie où en Afrique? Quand, par exemple, également, aussi des produits alimentaires sont désuets, c'est-à-dire qu'ils sont périmés, on les envoie où? C'est une autre forme d'économie qui a été créée. Parallèlement, on l'envoie ici. Mais regardez aujourd'hui les brocantes. Les brocantes qui sont partout. Et les produits, la plupart de ces produits sont habités par l'amiante. Or, vous savez, le degré de toxicité et cancérigène de l'amiante. Ça veut dire que la plupart des cancers aujourd'hui qui sont récurrents aujourd'hui en Afrique, normalement, découlent des produits, on va dire, de seconde main. Et ces produits de seconde main sont doublés de produits toxiques qui sont également cancérigènes. C'est pour ça qu'il y a une multiplication des cancers. Donc la résistance passe par quoi? Passe par une société civile responsable. La société civile responsable, bien informée en matière d'écologie, afin de pouvoir ériger une espèce de Greenpeace, c'est-à-dire que, on va dire, la paix verte que les Occidentaux ont créée, qu'on ne peut pas rejeter sur la nature ce qui n'est pas de nature à être en phase avec elle. Mais par contre, chez nous, puisqu'on n'a pas une société civile bien forte, qu'est-ce qui se passe? On fait tout ce qu'on veut, nos gouvernants sont complices et on enterre des tonnes et des tonnes de déchets toxiques qui vont polluer l'air et résultat, il y a la mortalité qui est en hausse, il y a l'espérance de vie qui est en baisse. Il faut donc savoir que tout cela est calqué sur le modèle de ce que notre conscience est et calqué sur le modèle de ce que nous sommes. Nous acceptons tout parce qu'émotivement, nous croyons que le destin que nous avons est le blanc. Donc nous pensons que le blanc, lui, si chez lui, il y a un produit qui n'est pas bon, il peut le déjecter chez nous, on accepte. Donc une société traditionnelle, société à caractère civil, peut se mettre en place avec la nouvelle génération. On va les former pour cela, on va les dresser de sorte qu'ils soient donc comme une parade, comme une véritable hutte de lutte contre justement ces genres d'intromission chez nous. Et une véritable caste d'individus qui est simplement là pour la sécurité intérieure de nos États et de nos peuples, afin de pouvoir garantir un facteur de lutte contre ce genre d'exactions qui nous amènent simplement à la mortalité aujourd'hui. Justement, d'où le regard sur le plan sanitaire également serait important, maître, parce qu'on sait que ces déchets vont nous conduire vers des maladies et enfin, on aura affaire à encore des produits peut-être venant de l'Occident. Oui, mais bien entendu, c'est-à-dire que non seulement l'Afrique est paumée du fait de son environnement, mais aussi, vous savez, c'est comme une dialectique. On vous paume, on vous crée des maladies et on vous envoie des médicaments. Et ces médicaments qui viennent d'ailleurs généralement, la plupart d'entre eux sont également toxiques. Ou alors sont des médicaments dont on a réduit de moitié leur degré on va dire thérapeutique. C'est-à-dire, par exemple, si vous aviez besoin d'une aspirine pour pouvoir guérir votre mal de tête, vous en faudra peut-être 1000 ou 50 ou 2 boîtes. Et ça a été avec la complicité des gouvernants dans le plan thérapeutique. Donc, dans le plan sanitaire, on a vu des accords qui ont été signés avec des industries pharmaceutiques occidentales. Et aujourd'hui, justement, il faut dénoncer cela afin que cela cesse. Mais maintenant, toujours, cette résistance ne peut pas se faire seule. Parce que la nature, seule s'autorégule. Pour qu'une chose soit faite, pour qu'un combat soit mené, il faut la résurgence d'une conscience. Et cette conscience-là est faite par les hommes. Il faut que les êtres humains qui vivent dans ces peuples, donc les négro-africains, se réveillent. Aujourd'hui, ils dorment. Ils ne font que parler et bavarder. Et moi, je dénonce beaucoup de bavardage parce que celui qui parle trop agit moins. Celui qui ne parle pas agit. Il faut aujourd'hui agir. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut regrouper maintenant sur le plan médical nos experts. C'est-à-dire que nos experts ne sont pas seulement là peut-être pour la plupart d'entre eux aller se servir sur le dos des autres afin de gagner beaucoup d'argent. Non, ils doivent penser maintenant à la survie. Parce qu'aujourd'hui, on ne pense pas à son porte-monnaie. On pense à la survie. On ne pense même pas à la guérison d'une frange de la population, mais on pense à la survie de tout un peuple. Et ça survit quoi? Ça survit sur le plan territorial, sur le plan géographique, donc dans le temps et l'espace. Il faut que les populations négro-africaines puissent survivre. Parce que s'il y a un effet d'ici 50 ans, on assistera impuissant à l'extermination totale. C'est pour ça que je dis, on vous crée donc des conditions de vie écologique impossibles et on vous apporte des médicaments qui eux aussi sont un autre danger possible sur la santé. Il faut donc maintenant recréer un nouveau corps de médecins patriotes et panafricanistes. Et cela n'est pas facile, parce qu'il faut savoir que les médecins actuels sont formatés à l'échelle occidentale. Ils ne voient que ce que l'Occident fait.
et refusent même de voir la réalité que nous avons des plantes médicinales qui peuvent soigner. Donc eux-mêmes, ces médecins-là peuvent utiliser pour pouvoir soigner. Donc réduire un peu l'absorption et la consommation des industries pharmaceutiques occidentales au profit maintenant des industries pharmaceutiques locales, comme l'a fait l'Inde. L'Inde aujourd'hui l'a fait, la Chine le fait. Et il faut savoir que l'Inde devient peut-être la 5e ou la 6e puissance médicale au monde. Simplement parce qu'elle s'est mise en autarcie médicale et a créé et a mis en place certaines industries pharmaceutiques qui permettent qu'on puisse soigner les populations indiennes à la file afin de pouvoir garantir maintenant cette survie de cette race-là. Il faut savoir qu'une race, si on ne garantit pas sa survie, elle se meurt, elle s'extermine. Et justement, c'est ce qui risque d'arriver dans 50 à 100 ans. Alors, pour que ça n'arrive pas, on assiste également à la résistance sur le plan alimentaire parce que la destruction de notre écologie, donc la destruction de notre environnement qui ne permet pas d'avoir des cultures pour nous nourrir, peut-être que nous aurons également affaire à l'alimentation de l'extérieur et comment résister. Oui, il faut une révolution alimentaire. Comment l'Europe s'est suralimentée? Parce qu'il y a une révolution verte. La révolution verte a permis qu'on mette en place des politiques agricoles qui permettent que dans tous les secteurs agricoles, les individus qui y travaillent puissent arriver à se satisfaire du boulot de leur travail. Nous sommes à l'inverse ici. Nous mettons plus de moyens aux importations des produits alimentaires et agroalimentaires en général. Vous allez voir dans des grandes villes comme Cotonou, comme Douala, comme Yaoundé, comme Kinshasa, comme Dakar, comme ailleurs. Vous verrez toujours l'avènement des supermarchés occidentaux. Vous allez voir Super U, vous allez voir Carrefour, vous allez voir, je ne sais pas moi, Lidl, vous allez voir, je ne sais pas moi, Tati, vous allez voir des supermarchés agroalimentaires venus d'ailleurs. Mais à côté, il n'y a pas des industries agroalimentaires locales. Et c'est ça qui fait problème. Ça fait problème d'autant plus que nous ne pouvons consommer que ce qui vient de l'étranger. Et nous pensons que quand nous consommons ce qui vient de l'étranger, cela dénote et démontre notre différence extérieure, que nous sommes des grandes personnes. Parce qu'on pense que si on va s'alimenter à Super U, ou on va s'alimenter à Carrefour, ou à Tati, ou à une autre surface agroalimentaire, on est riche. On a une certaine catégorie de vie, mais on ne sait pas qu'on est en train de se tuer. Parce que tous les produits qui viennent de l'extérieur, on ne les contrôle pas. Il faut donc justement aujourd'hui mettre non seulement un contrôle sanitaire de tout ce qui vient de l'extérieur, mais surtaxer un peu les produits qui viennent de l'extérieur afin de pouvoir promouvoir les industries agroalimentaires locales, de promouvoir la productivité locale afin que ceux qui sont localement puissent avoir non seulement du travail, mais également aussi un grain de raison pour pouvoir se substituer à ce qui vient d'ailleurs. Donc construire maintenant leur vie, leur idéal de vie, calqué sur le modèle de l'existence même personnelle de notre alimentation, c'est-à-dire de pouvoir exister alimentairement avec nos propres travaux, avec la force de nos bras et avec toute la productivité qui en découle. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il ne faut pas simplement des paroles en l'air. Il faut la présence et la participation gouvernementale, dont les décideurs publics. Mais s'ils n'y font pas, il faut donc ressurgir en surface, ou bien il faut que germine donc sous terre une émergence d'une nouvelle catégorie de personnes, donc d'une nouvelle catégorie d'enfants panafricanistes, une nouvelle caste de personnes qui va donc prendre le relais afin de pouvoir décider de se mettre ensemble en ordre de bataille, de créer, pourquoi pas, des grandes surfaces agroalimentaires négro-africains. Et j'ai appris que Kémy Séba l'a fait, je ne sais pas dans quel pays, à Dakar ou à Cotonou, j'en sais pas trop. Il l'a fait, c'est un bel exemple. Il faut que d'autres suivent. Maintenant, si c'est un exemple isolé, ça ne suffit pas. Parce qu'il est impensable que l'occidental qui consomme ce qui est de chez lui, il consomme le jambon, il consomme le camembert tous les matins. Donc il a les mêmes habitudes alimentaires. Quand il va dans un autre pays africain comme Douala, comme Cotonou, il consomme ce qu'il trouve encore là-bas qu'il consomme chez lui. Ça, c'est incohérent. Sur le plan intellectuel, sur le plan mental. Ce n'est pas normal. Quand vous partez d'ici, que vous allez par exemple en Europe, en France par exemple, vous ne consommerez pas ce qui vient de chez vous. Votre cuit local, vous n'allez pas le consommer. Votre issom local, votre coquille local, ce n'est pas ce que vous allez trouver dans les supermarchés. Vous trouverez dans les supermarchés l'agroalimentaire naturellement occidental. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe qu'en Afrique, les grandes surfaces agroalimentaires sont occidentales? Eh bien, ça, c'est la rupture et la démission des pouvoirs locaux qui ne réfléchissent pas de mettre en place une politique alimentaire pour pouvoir être compétitifs sur le plan international, que les étrangers qui viennent dans nos pays puissent se satisfaire de l'alimentation locale. Les Occidentaux aimeraient bien consommer local, aimeraient bien consommer tout ce qui est local. Mais maintenant, c'est parce qu'il n'y a rien de local qu'ils se ruent encore dans leur propre magasin. Et ça fait recette. Ça fait gagner qui? Ça fait gagner le grand groupe comme Carrefour, ça fait gagner le grand groupe comme Tati, comme Super U,
alors que les pauvres producteurs sont là, qui ne veulent qu'on les aide. Il faut donc que les politiques se réveillent. Mais comme elles ne se réveillent pas, il faut qu'il y ait une nouvelle collectivité locale, une collectivité panafricaniste qui réside juste ailleurs, qui ne sont pas sur le sommet de la pyramide sociale, qui ne sont pas dirigeants, qui ne sont pas les chefs, qui ne sont pas les gouvernants, mais qui sont simplement des personnes qui ont envie de pouvoir réveiller quelque chose en eux afin de pouvoir un jour infiltrer le sommet de l'État pour pouvoir prendre de bonnes décisions alimentaires. Plus loin encore, on verra également les forces de l'ordre, peut-être ceux qui sont affiliés, ceux qui sont formés pour pouvoir surveiller les entrées et les sorties dans nos pays, mais également sur ce plan-là, nous assistons parfois à un désordre. Qu'est-ce qui se passe? Il faut également résister, faut également lancer un appel à la résistance militaire. Mais bien entendu, les guerres, les 99% des guerres que nous faisons, ce sont des guerres que nous faisons pour les autres. Et nous les transposons également chez nous parce qu'il faut savoir que les guerres civiles que nous vivons en Afrique sont également justement aussi la polarisation on va dire, de tous ces affrontements par les puissances internationales. Il faut savoir qu'au nord d'un pays est armé par un pays occidental, au sud est armé par un autre pays. Et entre les deux, maintenant, c'est le feu qui crépite. Et quand ça crépite, qui perd? C'est la société qui perd. Donc ces guerres intestines et civiles que nous voyons en Afrique sont et résultent simplement par l'absence de spiritualité des négro-africains. Parce que si vous avez une spiritualité forte, vous allez donc assister à une formulation d'un nouveau corps de techniques de vie et de vie commune, une plateforme de survie commune, de telle sorte que vous avez donc les mêmes enjeux communs, vous avez donc la même résurgence mentale commune, vous avez donc la même présence psychologique et spirituelle commune qui va permettre que vous ne puissiez pas combattre avec votre frère, même si vous avez des inimitiés. Par exemple, vous n'allez pas armer les Marseillais, vous armez les Parisiens, vous leur demandez de combattre entre eux, ils ne se combattront jamais, parce qu'ils ont une conscience nationale. Alors, il nous manque donc cette conscience nationale chez le négro-africain, qui pense que son frère, c'est-à-dire que son concitoyen, est son ennemi, alors que son concitoyen est une personne avec qui on vit dans le même espace. Qu'est-ce qu'on appelle une nation? La nation, c'est quoi? C'est l'ensemble des personnes qui vivent dans un même espace géographique, qui partagent les mêmes visions, qui ont la même vue, qui ont la même intégration territoriale et qui vivent de telle manière qu'ils puissent se connaître en eux comme étant frères, comme étant voisins, comme étant des personnes qui ont un destin commun. C'est ça une nation. Maintenant, on n'assiste pas à ça chez nous. On assiste à des divisions non seulement créées par des religions, par des églises et par des espèces de, on va appeler ça des temples qui germinent ici et là, mais qui sont également aussi divisés par quoi? Par la haine que nous avons entre nous-mêmes, de par les héritages coloniaux que nous avons reçus. Vous allez voir un pays, il y a 2 systèmes ou 3 systèmes. Vous allez voir un pays où il y a un système lusophone, un système francophone, un système anglophone. Vous allez voir par exemple au Cameroun où il y a un système francophone et un système anglophone. Cela ne crée pas la cohésion nationale. Au nord, c'est l'islam, au sud, c'est le christianisme. Il n'y a pas de cohésion. Ce qui fait que le chrétien ne se sentira pas frère aux musulmans. Le confucianisme ne se sentira pas frère aux bouddhistes. Et entre donc les 4, qu'est-ce qui va se passer? Il se passe une inimitié qui, comme une mèche de poudre, quand on l'allume seulement par le sommet, ça explose. Et c'est ce qui se passe. On utilise donc ces façades-là pour pouvoir envenimer les situations locales afin que celles-ci puissent dégénérer en des guerres civiles. Or, aujourd'hui, il faut donc qu'il y ait une résurgence d'une autre catégorie de civilisés, c'est-à-dire que de panafricanistes, qui germinent comme des plantes, qui puissent dire non, qui commencent maintenant à travailler cela à la masse, travailler cela à l'échelle déjà de la base de la pyramide. Et maintenant, au fur et à mesure, dans le temps et l'espace, infiltrer le sommet de l'État afin de pouvoir prendre des choses en marche, de prendre des bonnes décisions de résistance contre la propagation et la multiplication des guerres comme j'ai mis ici et là. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'on pense toujours que la faute est les autres. Non. Les autres ne nous font pas de cadeaux si on ne se prend pas en charge. Il faut être soi-même, il faut avoir une vision commune, il faut être très fort pour vivre dans ce monde. C'est tout à fait normal que les autres cherchent toujours à déstabiliser les autres. C'est-à-dire que les pays occidentaux qui sont plus puissants, c'est normal dans un monde comme celui-ci. Je ne dis pas que c'est bien, mais je dis bien que nous sommes dans la jungle humaine. Donc c'est normal que ces gens-là créent la déstabilisation chez les autres afin de pouvoir garantir leur propre survie. Parce qu'il faut savoir que dans ce monde des dangereux qui n'est pas fait d'enfants de cœur, les Africains pleurent beaucoup. Ils pleurent parce qu'ils pensent et ils veulent qu'on les aime. Ils sont très émotifs. Il faut donc sortir du cadre émotionnel et d'entrer maintenant dans le cadre de la raison, de comprendre que dans ce monde, si vous n'êtes pas fort, vous êtes mangé. Vous voyez que le lion courira toujours après la gazelle parce que la gazelle est plus faible. Mais le lion, avant de courir après l'hyène, va réfléchir par 2 fois.
Parce que l'IN a développé des défenses naturelles qui sont très puissantes et très fortes. Le monde est comme ça. La France ne peut pas attaquer l'Italie. La France ne pourra jamais attaquer la Syrie. La France ne pourra jamais attaquer la Russie. Parce que la Russie est plus forte et parce que la Syrie également aussi a des pieds sur terre. Mais pourquoi la France attaquera toujours à l'Afrique? Et pourquoi la France sèmera toujours la déstabilisation en Afrique? Parce que l'Afrique n'est pas unie et l'Afrique est faible. C'est comme ça que ça se passe dans ce monde. Monsieur les panafricanistes qui ronronnent dans les télévisions, que ça vous plaise ou non, c'est comme ça que ça se passe. C'est tout à fait normal dans le meilleur des mondes dangereux comme celui-ci. Maintenant, sur le plan moral, ce n'est pas cautionnable, c'est mauvais. Mais on ne vit pas, le monde ne vit pas de morale. Parce que la vraie morale se moque de la morale. Le monde vit de réalité. Il faut être réaliste dans un monde réel comme celui-ci. Réaliste, ça veut dire de comprendre que le monde ne fonctionne pas des rapports de force. Vous êtes faible, on vous détruit. Donc cherchez à devenir fort. Parce que le fort seul mérite le royaume humain. Le faible ne le mérite pas. On le tue, on le décime. Alors, à côté également, la spiritualité ou encore sur le plan spirituel, on croirait que les Africains sont beaucoup plus pieux. Donc, ils vont se référer à des églises. Faudrait-il également regarder sur ce plan, maître? Oui, moi j'ai fait des grands pays au monde. J'ai fait le Canada. Le Canada est sorti de la théocratie, c'est pour ça qu'il a trouvé son développement. L'Occident est sorti de la théocratie avec l'avènement de la Renaissance. C'est pour ça que l'Occident s'est déperdi et s'est développé. Parce qu'à la base, c'est quoi la religion? La religion, c'est la consolidation d'un esprit d'esprit. Un esprit d'esprit, pardonnez, je sais de quoi je parle. Un esprit d'esprit. C'est ça la religion. C'était un outil d'intégration des individus sur une même plateforme. Mais une fois on a conquis cela dans le temps et l'espace, qu'est-ce qu'il faut? Il faut en sortir. C'est ça qu'on appelle la sortie de la théocratie. C'est-à-dire aujourd'hui, l'Afrique est encore en plein en théocratie. Parce que les pasteurs, les prêtres, les imams ont fait croire aux Africains que Dieu seul va les sauver. C'est-à-dire qu'on leur fait croire que le seul gouvernement qui vaille la peine sur terre de pouvoir mener leur destinée, c'est Dieu. Et ce gouvernement-là est toujours imposé par Dieu. C'est pour ça que certains dirigeants se croient être investis du pouvoir de Dieu afin de pouvoir diriger la destinée des autres. Or, c'est faux. Il faut en sortir. Quand vous allez au Canada, vous allez voir sur toutes les plaques numérologiques des voitures. Vous verrez toujours « je me souviens ». Ce « je me souviens » là est un mot, ou bien est une phrase de ralliement, une phrase de rappel de la souffrance que les uns et les autres dans cette nation ont eue et du combat qu'ils ont mené afin d'en sortir. C'est pour ça que vous verrez en Occident, les églises sont vides. Mais tout au contraire, vous verrez toujours que chez nous, les églises et les mosquées sont pleines. Pourquoi les églises sont pleines et les mosquées sont pleines? Parce que nous avons encore l'émotion de Dieu. Nous avons encore l'émotion de l'amour divin. Nous avons encore l'émotion d'un sauveur qui viendra nous sauver. Heureusement que le coronavirus est arrivé, il a montré que tout ça est faux. C'est pour ça qu'on doit profiter de cet avènement de coronavirus, de pouvoir comprendre que c'était une supercherie, on n'a rien compris. Le pape lui-même s'est caché, les imams, les prêtres, personne ne parle, personne ne dit. Ce qu'ils ont trouvé maintenant, 1 mois, 2 mois après, c'est de dire que non, croyez au Seigneur Jésus-Christ, même si vous êtes mort du coronavirus, il viendra vous réveiller de votre tombe. Mais non, ce n'est pas ça qu'on attend, qu'on soit réveillé de la tombe. On veut vivre, élever nos enfants, construire notre vie, construire notre avenir, faire un destin commun afin de pouvoir garantir une société destinée à vivre et en cohésion dans le temps et l'espace. Mais c'est ça qui est la vérité, comme disent les Ivoiriens. Donc aujourd'hui, il faut donc sortir de la théocratie, sortir déjà de la croyance selon laquelle l'évangélisation est une panacée, c'est-à-dire qu'elle est un moyen de pouvoir réussir une vie spirituelle, ou encore mieux, prévenir une vie paradisiaque, donc prévenir que si on meurt aujourd'hui, si on a été croyant, on va aller au paradis parce que Jésus-Christ viendra juger les vivants et les morts. Mais ça, c'est une bêtise. C'est pour ça que j'ai toujours pensé que la religion est la plus grosse bêtise de l'imaginaire. Or, tous ceux qui collent donc à cette bêtise des imaginaires deviennent fous. C'est pour ça que la religion est la folie du grand nombre. Donc les Africains sont véritablement très fous quand ils sont dans ces choses, parce qu'ils n'entendent que le coup des anges. Or, le coup des anges, il est irréel, il est illusoire, c'est un mirage. Et cet écho des anges, justement, alors arrive à aviler leur esprit. C'est pour ça qu'ils sont comme ils sont. Les catholiques n'aiment pas les protestants. Les protestants n'aiment pas les catholiques. Les catholiques n'aiment pas les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah n'aiment pas les adventistes. Or, dans tous ces morcellements religieux, vous allez trouver toujours des familles africaines qui sont derrière. Et ça ne permet pas que nous puissions avoir un socle fort. Et les autres nous ont divisés ainsi parce qu'ils veulent régner sur nous. Et nous, comme des cons, on ne comprend pas que c'est une supercherie. Nous allons toujours assister toujours à des gens qui vont toujours se rouler par terre et être sauvés par Jésus. Je vais vous raconter une anecdote. En 1985, le pape arrive au Cameroun. C'était le pape Jean-Paul II. Il arrive au Cameroun. On lui a déroulé un tapis rouge.
Et à son passage, après qu'il soit parti, il y a des Africains, des Camerounaises et des Camerounais qui tombaient sur le tapis, soi-disant qu'ils voulaient chercher la bénédiction. Vous voyez, quand un être humain, un peuple encore à ce niveau, a pensé qu'un être humain, fût-il un narcotrafiquant, fût-il un nazi, comme le pape Jean-Paul II, il peut être source de bénédiction et non pas son ancêtre qui a pourtant combattu pour lui, qui a pourtant fait tout pour qu'il vienne à la vie. Vous voyez un peu la dichotomie intellectuelle et la dyslexie de la vision que les négro-africains ont. Oh non, Madame Ketia, on ne peut pas s'en sortir dans ces conditions. Dans les conditions des religions, des églises un peu partout, qui s'amoncellent un peu partout, qui deviennent ainsi une parasitologie. On ne peut pas vivre comme ça. Donc il faut en sortir. Et pour en sortir, il ne faut pas faire la violence. Non, ce n'est pas par la violence. Il faut simplement créer d'autres centres d'intérêt. Il faut créer des alternatives qui permettront que les Africains qui vont dans ces milieux religieux ne puissent plus trouver grand-chose là-bas, mais puissent trouver plutôt asile dans d'autres centres d'intérêt qui sont un peu plus poussifs pour eux, jouissifs pour eux, afin qu'ils puissent atteindre leur propre développement. Or, quand vous atteignez votre développement, vous avez ce qu'on appelle l'élévation du standing de votre vie. Ça veut dire quoi? Sur le plan sanitaire, vous allez mieux vous soigner. Sur le plan alimentaire, vous allez mieux vous nourrir. Sur le plan vestimentaire, vous allez mieux vous vêtir, parce que vous pouvez produire tout cela vous-même. Il faut donc produire le textile en des habits. C'est ce que Sankara commençait à faire. Mieux était qu'on les tuait. Je crois que le Burkina Faso serait l'un des pays les plus développés au monde. Parce qu'il y avait un système de santé qu'il voulait mettre en place qui est calqué sur le modèle ancestral. Comment les ancêtres se soignaient-ils? Aujourd'hui, c'est justement ça. Donc, voilà donc une multiplication des résistances que nous devons mettre en place sur le plan religieux, de sortir de là, non pas d'aller rentrer dans d'autres religions négro-africaines qui sont des supercheries parce que les Mbombok ne connaissent rien du tout et les autres chefs religieux ne connaissent rien du tout. Ça, il ne faut pas se cacher la foi. Il faut donc assister aujourd'hui à la formation des Mbombok. Je parle de Mbombok parce que je les connais. Et justement, je connais qu'ils n'ont aucune culture spirituelle et aucune culture mystique, que je le dis. Ils ont une culture cultuelle, c'est-à-dire qu'ils ont des cultes qu'ils font, qu'ils ont copiés chez leurs parents, qu'ils veulent reproduire aussi. Mais sur le plan mystique et culturel, les Mbombok ne connaissent rien. Le premier chantier, c'est la formation de l'élite traditionnelle. 2, la mise sur pied d'une structure de conservatoire de ces cultes-là, afin qu'ils puissent devenir demain des conservatoires de développement. 3, la mise sur pied d'un moyen de pouvoir alternativer les ressources religieuses, afin de pouvoir assécher les églises et les temples. Donc de pouvoir mettre en place des structures, on va dire alternatives, qui permettront que nous voyons et nous puissions voir de manière coercitive la bonté et la beauté d'un autre niveau de spiritualité. Alors, à l'entame de cette émission, il fallait aller sur la question du pourquoi résister et du comment résister. Actuellement, vous savez, Africains et Africaines, pourquoi résister? Actuellement, c'est comment résister. Derrière cette petite transition, le plan de résistance, toujours avec le maître Benoît Bitton. Après plusieurs escapades initiatiques en Afrique et ailleurs, voici le Mbombok Benoît Bitton à Paris, où il organise une grande rencontre spirituelle les vendredis 1er, samedi 2 et dimanche 3 mai 2020. Sous les thèmes l'épédonie, le pouvoir du feu, la puissance de l'éther. Le Mbombok Benoît Bitton à Paris, c'est du 1er au 3 mai 2020 pour un séminaire inédit de 3 jours, mais aussi pour des consultations, développement de la personnalité, sport, santé et soutien psychologique. Le Mbombok Benoît Bitton à Paris, du 1er au 3 mai 2020. Réservation WhatsApp 00237 677 24 67 96. 0033 664 92 28 07. Si tu rates ça, tu le regretteras. Alors, de retour sur le plateau, amis téléspectateurs, comment le plan de résistance, comment ça va se faire? Maître, comment entendez-vous coopter tous ces jeunes pour pouvoir avoir un nouveau corps bref, des nouvelles personnes qui puissent résister véritablement? Déjà, il faut créer un plan durable dans le temps et l'espace. C'est-à-dire que pas un plan que moi je vais diriger ou contrôler, mais faire un plan et mettre en place un plan qui va durer dans le temps et l'espace, que les autres pourront continuer même si je ne suis pas là. Parce qu'on dit, quand il faut faire une chose durable, il faut du temps. Il faut la patience et l'amour pour les hommes. Or, du temps, j'en ai. La patience, je l'ai mis. Ça fait 30 ans que je travaille sur le projet. Et maintenant, l'amour pour les négro-africains, ce n'est que ça que j'ai. Je ne vis que pour ça. C'est-à-dire que ma vie aujourd'hui a un idéal pour lequel je veuille mourir, s'il faut y arriver. C'est-à-dire travailler pour que le négro-africain soit considéré comme un être humain entièrement en part et à part entière. Maintenant, aucune œuvre humaine ne peut se faire sans organisation. C'est-à-dire qu'il faut mieux organiser le combat de résistance. Et donc, pour mieux organiser le combat de résistance, il faut avoir une plateforme de combat
une plateforme de résistance. Cette plateforme de résistance, c'est elle que j'ai mise sur pied en 2014. C'est ASRA, l'Académie des sciences spirituelles pour la Renaissance africaine. J'ai ajouté pour la Renaissance négro-africaine parce qu'il faut savoir que pas seulement les Africains, mais tous les Noirs proviennent de l'Afrique, qu'ils soient brésiliens, qu'ils soient canadiens, qu'ils soient français, qu'ils soient anglais, qu'ils soient américains, qu'ils soient sud-américains, qu'ils soient, on va dire, italiens, qu'ils soient de tous les bords. Les Noirs, c'est les Noirs. Ils possèdent le même continent et ils ont la même race. Il faut savoir aujourd'hui qu'il ne faut pas avoir peur de parler des races parce que les autres parlent de leur race. Parce que toutes les guerres, tous les combats que la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis mènent outre-mer, ce sont des guerres uniquement pour la survie de leur race. Pourquoi on a créé l'OTAN, l'Organisation Nord-Atlantique? C'est pour pouvoir mener des guerres, les guerres de survie, les guerres de déstabilisation des autres. C'est pour ça que je dis que les Africains m'amusent quand ils pleurent les guerres qu'on leur lance. Ils m'amusent beaucoup. Ils ne savent pas que c'est des bonnes guerres dans un monde aussi dangereux. De lancer les guerres partout ailleurs afin de subvenir aux besoins intérieurs. Parce qu'il faut savoir que les guerres sont une source économique de ces pays-là. S'ils ne font pas la guerre, les industries d'armement militaire ne vendront jamais et l'économie sera en panne. Parce qu'il y a des gens qui ont fait cette industrie, il faut bien qu'ils travaillent. Donc il faut donc créer des guerres. Donc les négro-africains m'amusent quand ça les gêne qu'on leur lance des guerres. La seule chose qu'ils n'ont pas compris, c'est que quand on lance des guerres dans votre porte, là, à la porte de votre maison, défendez-vous, battez-vous. Parce qu'il vous appartient à vous de vous battre. Ce n'est pas celui qui veut se survivre en lançant la guerre qu'appartient le rôle de se battre pour vous. Ce n'est pas à lui d'avoir l'émotion, de sentiment, de pitié pour vous. Non, c'est à vous de savoir qu'on me lance une guerre. Il faut que je me prépare, il faut que je me dépasse. Et il faut que j'arrive à me défendre. C'est comme ça. Et c'est pour ça que je fais cet appel de résistance. C'est pour ça que j'ai créé ASRA, pour conscientiser aux enjeux, aux Africains, les enjeux justement du monde dans lequel ils vivent. Nous ne vivons pas ici au paradis, Madame Ketia. Nous vivons dans un monde dangereux, où les guerres sont de bonnes guerres, où la déstabilisation des autres font partie même de la vision de certains États. C'est pour ça qu'on parle de l'impérialisme comme étant la puissance d'un fort sur un faible. C'est ça l'impérialisme. La notion de l'impérialisme, c'est ça. Vous êtes un puissant, vous l'exercez sur votre plus faible. C'est ça. Donc les Africains aujourd'hui sont des faibles. C'est pour ça qu'on exerce cette puissance sur eux pour pouvoir les maîtriser et les rendre encore plus nuls. Et les Africains m'amusent encore. Quand ils ont maintenant pour Dieu Poutine et le président chinois. C'est-à-dire pour les Africains, on en a marre de la France, mais maintenant il faut qu'on aille justement aller maintenant se réfugier derrière Kadhafi, derrière Poutine et derrière le président chinois, donc derrière la Chine, la Russie et je ne sais pas, le monde arabo-musulman. Ça encore, c'est une autre supercherie mentale des négro-africains qui pensent que c'est les autres qui peuvent les soigner. Non, vous ne pouvez pas fuir le lion, vous allez attraper le buffle, c'est un proverbe chez nous. En fuyant le lion, vous allez rencontrer le buffle. Non, ce qu'il faut faire, c'est de s'armer, de combattre le lion. C'est ça. Ni Poutine, ni Macron, ni Angela Merkel, ni personne de ces prédateurs ne vous feront de cadeaux parce qu'il n'appartient pas au prédateur de faire du cadeau à sa proie. Non. La proie est une proie. Le prédateur est un prédateur. L'Afrique est une proie. Les Occidentaux sont des prédateurs. La Russie est une prédatrice. Et vous n'allez pas me dire comment vivent les Géorgiens qui sont inféodés par la Russie. Vous n'allez pas savoir comment vivent les autres, le Kazakhstan, le Daghestan, comment ils vivent sous l'influence russe. L'Ukraine, vous n'allez pas me dire la Crimée qui vit sous inféodation russe. Vous n'allez pas dire que la Russie est mieux que les autres. La Russie, c'est un prédateur. La France est un prédateur. Les États-Unis sont un prédateur. L'Angleterre est un prédateur. Ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, les proies sont. La Géorgie est une proie. L'Ukraine est une proie. Le Cameroun est une proie. L'Angleterre, le Bénin est une proie. Tous les pays africains sont des proies parce qu'ils n'ont pas l'avilissement, la puissance et la force nécessaires pour qu'ils deviennent aussi, non seulement, pas seulement des prédateurs, mais se défendre pour qu'ils ne puissent pas devenir et rester éternellement des proies. Donc, en d'autres termes, c'est une façon de mieux parler, de mieux dire qu'il fallait mettre en place une structure qui permet qu'on puisse développer nos axes de défense personnels afin de pouvoir faire face aux lions qui s'attaquent à nous. Parce qu'il n'appartient pas au lion de faire pitié à la gazelle. Il s'agit à la gazelle de s'armer de puissance et de force pour faire face au lion. Donc c'est pour ça que j'ai mis l'Académie des sciences spirituelles pour la Renaissance négro-africaine, pour que nous puissions par là arriver à mettre en place une formule de touche particulière pour la lutte, pour la survie de notre race. Alors, ASRA comme plan de résistance, association, vous avez dit
Académie des sciences pour la renaissance africaine. Voilà, le plan de résistance par le moment. Vous avez donné là ses objectifs et ses fruits. Alors, et ses buts, j'y arrive. Sa présence dans la communauté. Pouvez-vous nous expliquer comment vous propagez sa présence? Naturellement, ce qu'il faut savoir, c'est que ASRA a un plan moteur, c'est-à-dire l'éveil des consciences. Il y a d'abord ça, et puis une plateforme de résistance. Voilà les deux modus vivendi. C'est-à-dire que ce sont les deux, on va dire, les deux mots-clés. L'éveilleur de conscience, ASRA. ASRA, plateforme de résistance. La résistance, c'est quoi? La résistance, c'est que vous pouvez produire en vous, c'est un facteur qui lutte pour vous. Parce que si vous ne résistez pas, vous mourrez. Même le coronavirus a des facteurs de lutte. C'est ça qu'on appelle la mutation. La mutation d'un virus, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné que vous lui apportez, c'est qu'il va lui détruire. Il va également produire certaines autres aptitudes en lui qui vont lui permettre de résister. Or, il n'y a qu'au monde, les Africains qui ne veulent pas résister, qui se passent toujours pour des éternelles victimes. Non, on est passé de cette façon de voir les choses. Nous passons maintenant à l'attaque, à la contre-attaque, mais pas à la défensive. C'est-à-dire on se défend pour ne pas être mangé et phagocyté par les autres. C'est pour ça justement que nous allons passer justement par ces formes et ces formats de combat que je vous ai dit. La création des sociétés civiles qui sont importantes, qui sont panafricanistes. Parce que les sociétés civiles actuelles, c'est quoi? Ils sont inféodés à des systèmes des États. Quand ils ouvrent la bouche et qu'on leur met la nourriture dans la bouche, ils se taisent. C'est ça la société civile négro-africaine actuelle. Il faut donc créer des sociétés civiles négro-africaines qui soient non seulement panafricanistes, mais qui soient aussi patriotes de leur pays dans lequel ils vivent. C'est-à-dire qu'ils sont irréprochables sur le plan mental. Et cela, il n'y a qu'une seule chose qui peut transformer les êtres. Ce n'est que la spiritualité. C'est pour ça que ASRA est une instance spirituelle. C'est pour ça que je pense des sciences spirituelles qui permettent qu'in fine, on arrive à créer des êtres humains capables de pouvoir lutter pour la survie de la race noire. Ça, il faut le dire. Je ne parle pas de la race humaine, je parle de la race noire. Parce qu'il y a une spécificité raciale. Si nous, on n'est pas conscient de notre spécificité raciale, les autres le sont. C'est pour ça que les autres mettent des plateformes de déstabilisation pour qu'eux puissent mieux vivre dans leur vie. Vous allez en France, la France est soutenue par ses colonies et elle ne s'en défend pas. Elle en est fière parce qu'elle a combattu, s'est battue pour pouvoir y arriver. Nous aussi battons-nous afin de pouvoir résister, afin de ne plus pouvoir passer pour des laissés pour compte et aussi pour des faire-valoir. Et cela ne dépend que de nous. Alors, cela ne dépend que de nous. Et nous savons également que les Africains sont distribués dans le monde entier. Comment vous entendez faire? Est-ce que ASRA est représenté à l'échelle internationale aussi? Bien entendu, nous avons une division géographique cardinale. C'est-à-dire qu'au nord, nous avons ASRA Nord. C'est pour les pays du Nord et d'Amérique du Sud, du Nord. C'est-à-dire c'est pour les États-Unis, pour le Canada et pour les pays d'Amérique latine. Notamment, le centre de l'Amérique latine, c'est en Équateur. Alors, nous avons ASRA Sud. Ça, c'est pour l'Europe. Nous avons ASRA Ouest, c'est pour l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique australe, bref, sur toute l'Afrique au sud du Sahara. Donc, ces divisions permettent que nous puissions atteindre les masses populaires, où qu'elles soient. Parce que l'idée révolutionnaire n'est effective que dès lors qu'elle atteint les masses populaires. Et il faut rappeler que ASRA est une idée révolutionnaire. Or, la révolution, c'est quoi? Ça tend à changer les mentalités. Ça tend à donner un certain nombre de résistances aux peuples opprimés, afin que ceux-ci puissent s'auto-diriger, s'auto-libérer, et qu'ils puissent eux-mêmes arriver à la réélévation, au rehaussement de leur standing de vie. Ça ne dépend que d'eux, ça ne dépend jamais des autres, ça dépend que de nous. Surtout, ça ne dépend pas de Dieu. Parce que je vous ai dit, comprenez-le, Madame Ketia, que le Dieu que nous servons, le Dieu devant lequel on se prosterne aujourd'hui, on met les pieds sur terre, on lève les bras au ciel et les yeux au ciel, on commence à dire notre Père qui est aux cieux. Il n'existe pas ce Dieu-là, il est faux. Parce que c'est au millénaire 2 que l'Occident a créé un Dieu. Au millénaire 13, ils ont créé un diable. Donc il faut avoir l'histoire. Si vous ne connaissez pas l'histoire, vous ne savez pas dans quel monde vous vivez. Il faut savoir que nous vivons dans un monde religieux ou un monde de supercherie, un monde d'escroquerie. C'est une escroquerie. Dieu est une escroquerie. Jésus est une escroquerie. Satan est une escroquerie. La preuve, nous voyons que devant le coronavirus, ni Dieu, ni Satan, ni Jésus n'ont rien pu faire. Donc ce sont des inventions humaines. Il faut donc sortir de là. Si vous n'en sortez pas, vous ne pouvez pas justement écrire une véritable histoire de votre espèce. Alors maître, actuellement que vous nous dites qu'on peut retrouver ASRA de partout dans le monde, on se poserait la question de savoir où trouver son siège local. Le siège local d'ASRA, normalement, c'est à Douala au Cameroun. C'est ASRA Academy. Vous allez, je crois, donner à la fin de cette émission des contacts. Et c'est un appel vibrant que je lance
aux négro-africains afin de pouvoir rallier le mouvement. Parce que Asra Academy est un mouvement. Académie, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de sciences spirituelles qui sont diverses, qui sont enseignées. Mais maintenant, un mouvement, pourquoi? Parce que c'est un enseignement normalement qui est logistique, un enseignement qui est coercitif, c'est-à-dire qu'il rentre en lieu de compte et en ligne de compte pour le travail que nous devons faire aujourd'hui, c'est-à-dire résister, résister, résister et exister, exister, exister. Sans résistance, on ne peut pas exister. Et dans la lutte du rassemblement, vous nous faites savoir qu'il y a également la construction d'un temple qui servira bien sûr au rassemblement de tous les groupes Asra. Et bien entendu, parce que justement, quand je vous parlais tout à l'heure d'organisation, ça fait partie de l'organisation. Il faut avoir un temple. Le temple est un moyen à travers lequel, assis sur une plateforme, donc sur un centre de pouvoir tellurique, on arrive à concevoir le monde selon qu'il est conçu par l'univers lui-même. C'est pour ça que vous verrez que ce n'est pas au hasard que la Mecque se trouve là où elle se trouve, que le Vatican se trouve là où il se trouve. Ce n'est pas aussi un hasard que moi je suis Camerounais, je vis au Cameroun. Ce n'est pas par hasard que je refuse de faire un temple au Cameroun, je vais le faire au Bénin. Et que les Béninois me pardonnent, qu'ils ne me disent pas parce que quelqu'un m'a posé la question, pourquoi tu ne l'as pas fait chez toi? Non. C'est ça le problème des Africains, c'est parce qu'ils sont mentalement divisés dans leur tête. L'Occidental ne poserait pas la même question. Parce que chez l'Occidental, ils ont maintenant des frontières communes. Un Français se sent mieux en Belgique. Un Belge se sent mieux en Allemagne. Un Allemand se sent mieux en Grande-Bretagne. Un Britannique se sent mieux en France, ainsi de suite, ainsi de suite. Il n'y a que les Africains qui créent encore des barrières et des barrières frontalières mentales, qui pensent qu'un Camerounais est un Camerounais, un Béninois est un Béninois. Non, monsieur, le Béninois n'est pas plus Béninois que le Camerounais le l'est pour le Cameroun, que lui ne le serait pas pour le Cameroun. Non, nous sommes tous dans une même plateforme commune. Et c'est justement pour briser ces barrières-là, non pas sur le plan politique, mais sur le plan spirituel, que j'ai voulu construire ce temple-là au Bénin, qui est la terre sacrée des négro-africains. Parce que souvenez-vous que le seul endroit où la religion a le plus perduré, mu par les vicissitudes du temps, et malgré toutes les vicissitudes du temps que nous avons connues, même les puissances exogènes qui sont arrivées n'ont pas pu déraciner, c'est le vaudou. Ça montre que dans ce pays-là, il y a quand même une certaine férocité résistante naturelle qui veut que s'impose et reste à jamais cette force vibratoire et vibrante de la nature qu'on appelle le vaudou. Donc c'est pour ça que ce temple est conçu au vaudou. Alors, au Bénin, oui. La construction du temple Asra au Bénin, c'est un gros projet, c'est un objectif à atteindre. Comment vous entendez faire les financements? Non, les financements, normalement, viennent d'abord propres. Et or, vous savez que je ne suis pas riche. Vous savez que je ne suis qu'un battant qui se bat pour une cause. Or, comme c'est une cause commune, vraiment, j'en appelle à la grandeur d'esprit des négro-africains, de pouvoir aider à financer. Je ne demande pas qu'on me donne de l'argent, moi, mais je demande qu'on apporte un soutien, et ce soutien-là permet que nous puissions y arriver. Et à chaque fois que vous apportez un soutien, en retour, on vous donne un livre, une documentation, ou alors une espèce de travail mystique qui vous permettra de pouvoir avoir ce que vous voulez dans votre vie, c'est-à-dire que travailler mystiquement, spirituellement. Donc vous apportez un soutien, quel qu'il soit, minime qu'il soit matériel, qu'il soit financier, qu'il soit même seulement spirituel, vous avez droit à un retour de ce que vous avez investi, c'est-à-dire que ce que vous avez donné, on vous donne un retour, afin que vous sentiez que ce n'est pas à Benoît Bitton que vous donnez cet argent, mais que vous pensiez à votre multitude, à votre descendance. Parce que par la suite, nous, on ne sera plus là. Mais il faudrait que, comme on est la dernière génération qui est encore enracinée dans les socles traditionnalistes, panafricanistes et négro-africains, que nous puissions laisser une marque de différence qui permettra que dans le temps et l'espace, les jeunes générations qui viendront, la postérité qui naîtra après nous, puissent se servir de cet instrument afin de pouvoir se surpasser sur sa survie propre. Parce que si on ne se surpasse pas sur sa survie propre, les autres nous mangeront et c'est l'espèce ainsi qui est menacée. Justement, alors pour ceux qui souhaiteraient apporter un financement au projet de l'Académie, pour l'Académie des sciences pour la Renaissance africaine, donc ASRA, pour la construction de ce temple, vous pouvez regarder, soit faire un transfert, j'y arrive, vous pouvez soit faire un transfert, vous me demanderez certainement à qui, mais vous aurez les contacts affichés pendant cette émission pour contacter le secrétariat du
du promoteur de ce projet qui est le maître Benoît Bitton, ou encore un numéro de compte parce qu'on a déjà mis sur pied un compte qui va accueillir les fonds pour cet effet. Donc, vous pourrez soit contacter le secrétariat ou encore utiliser le numéro de compte qui s'affiche pour vos transactions. Maître, on va sortir de cette émission définitivement, mais encore un dernier mot à l'endroit de ceux qui nous ont pris peut-être à l'instant pour comprendre qu'ici il était question d'appeler à la résistance et également avoir le plan de résistance. D'abord, il faut que les uns et les autres donnent des idées. Pour cela, on a mis aussi une plateforme d'échange des idées. Ce sera sur Telegram. Vous allez voir le lien maintenant qui va apparaître sur Telegram. Donc, participer. Nous avons des millions de personnes qui nous suivent de par le monde. Et pour cela, il faut donc que nous ayons donc toutes ces personnes-là autour d'une même table. Donc, j'appelle donc à tous les négro-africains de participer à cette plateforme d'échange qui est sur Telegram. Dans le lien que voici. Et aussi, voilà les contacts de pouvoir vous adresser soit au secrétariat du Mbombok qui répond aux numéros qui sont affichés, soit justement aussi à la boîte mail du Mbombok lui-même qui sera aussi affichée là tout de suite. Et justement pour participer. Participer avec les idées. Dites-nous ce que vous voyez, ce que vous entrevoyez, comment comprenez-vous mettez la résistance. Parce qu'il ne s'agit pas aujourd'hui d'une question de Mbombok Benoît Bitton seul. Il ne s'agit pas de mon travail, de mon problème à moi tout seul. Il ne s'agit pas de la lutte, du plan de résistance tout seul. Il s'agit du plan de résistance commun. Donc que chacun apporte son plan, sa contribution, son idée, son avis. Mais également aussi pour ceux qui peuvent, parce que nous avons commencé pour pouvoir voyager, pour pouvoir imposer, mettre en place des structures, pour pouvoir payer des choses. Tout se paie aujourd'hui dans ce monde. Donc pour payer dans tout ça, les uns et les autres qui pourraient également assister, qui nous apportent aussi des moyens de financement. Apporter des moyens de financement, quels qu'ils soient matériels, qu'ils soient argent, comptant, qu'ils soient n'importe quoi apporter. Cela nous aidera. Et je vous assure, si vous le faites d'ici 1 an à 1 an et demi, on aura terminé la construction de ce temple-là. Parce que les moyens que j'ai mis personnellement en jeu pour cela sont déjà très limités. Or, il faut que les autres arrivent au secours afin que nous puissions mettre en place tout ceci. Vous avez regardé sur le site, il y a toutes ces images là-dedans. C'est-à-dire que la construction du temple, donc c'est pas... S'il vous plaît, ce sera sur Facebook. Et le reportage que j'ai fait, tout cela est visible sur notre chaîne YouTube. Donc regardez pour voir que c'est la vérité que je vous dis. Donc apportez-nous votre soutien. Nous avons un numéro de compte qui est placé en bas. Cet argent ne pourra jamais être servi que pour la construction de ce temple-là. Donc aidez-nous vraiment à vous aider. Merci maître. Toujours dans la même lancée, je vous invite à mes téléspectateurs avant de sortir de cette émission. Toujours dans la même lancée, l'appel à la résistance africaine. Ce soir à 20h, retrouvez le Mbombok Benoît Bitton en direct sur YouTube. Nous vous comptons nombreux et nous serons au rendez-vous. D'ici à là, portez-vous bien. S'il vous plaît, ce sera sur Facebook. D'accord, j'ai omis, voilà, j'ai fait une erreur. Donc, retrouvez le Mbombok Benoît Bitton en direct sur Facebook quand il sera tous les jeudis. Voilà, tous les jeudis et tous les samedis à 20h. Ça, c'est l'heure GMT. Donc, quand il est 20h chez vous, connectez-vous sur Facebook. Vous aurez l'appel à la résistance du Mbombok Benoît Bitton. Au revoir. Au revoir.